Donc merci beaucoup d'être là, d'être présent pour ce dernier talk en fait de Drawing Now Art Fair. Je suis très honorée de compter sur la présence d'invités qui vont être absolument passionnants certainement. Alors on a décidé d'amener l'animation au sein de Drawing Now Art Fair parce qu'il y a beaucoup de dessins dans l'animation, il y a aussi beaucoup d'animation dans le dessin. Et c'est quelque chose justement qui n'est pas toujours, on n'en est pas toujours conscient. Donc l'exposition Animation mécanique de l'esprit qui est derrière vous est justement une tentative de montrer quelques échantillons, quelques petites, un tout petit nombre d'œuvres qui permet d'explorer justement cet intérêt qu'on peut avoir à étendre le dessin à d'autres médiums et aussi à revenir vers le dessin à partir de ces médiums. Et donc nous avons 4 invités qui viennent d'horizons différents, donc qui viennent soit de l'industrie de l'animation, et je parle d'industrie justement parce qu'on va vraiment lancer le débat aussi autour des différences entre le contexte de l'art contemporain et l'industrie de l'animation, et les arts plastiques. Donc on a, je fais les présentations, donc tout d'abord on a vraiment la chance de pouvoir compter sur Emmanuel Alain Rénal, qui est diplômé en études cinématographiques à l'université Panthéon-Sorbonne et qui en 2009 fonde Miou Productions, qui est une maison de production spécialisée dans le cinéma d'animation. Tu me corriges si je dis des bêtises, hein, avec 4 studios à Paris, Angoulême, Valence et Bruxelles. Donc Miou produit des courts et longs métrages primés à l'international, tels que le lauréat de la Palme d'Or en 2023 du court métrage 27 de Flora Anna Bouddha et le cristal du long métrage pour Linda veut du poulet. Et on oublie, je vois qu'il y a aussi le César 2024 pour Linda veut du poulet qui est de toute actualité. Donc film réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, qui a été aussi primé au Festival d'Annecy en 2023. Alors, dès 2015, Emmanuel Rénal s'entoure d'associés et confonde 3 autres sociétés, Studio Miou, Miou Distribution et la Galerie Miou. En 2018, de 2018 à 2023, il a occupé la vice-présidence du SPI, Syndicat des producteurs indépendants, en charge de l'animation. Il reçoit en 2019 le trophée de l'animation du film français et en 2022 le prix du producteur français d'animation remis par ProCirep, Société civile des producteurs français. Et en 2023, le prix, ça c'est mon préféré, le prix de la personnalité de l'année, décerné par le magazine professionnel Écran Total. Alors, en parallèle aux activités Miou, il est aussi le programmateur du Festival du film d'animation des Villes Sœurs et co-auteur du roman Domenica, paru en octobre 2023 aux éditions Albin Michel. Et c'est génial qu'on fasse des recherches, parce que je ne savais pas du tout que tu étais aussi écrivain. Donc voilà, on est tous polyvalents dans cette table ronde. Alors, à ma droite, Antoine Rogers est né donc en 1980 en Belgique. Il est artiste pluridisciplinaire, donc peinture, dessin, animation, mais quand même avec un fort accent sur la peinture. Et c'est tout aussi, d'autant plus intéressant qu'il soit parmi nous aujourd'hui, vous verrez. Et il vit et travaille à Paris. Il a étudié aux Beaux-Arts de Paris, dont il est diplômé en 2007. Il reçoit la même année le prix de la Fondation Roger Bataille, puis en 2012 le prix Ichou 8, qui lui permet de faire une résidence de 3 mois à Pékin. Ancien étudiant de l'atelier de Sèvres, il enseigne aujourd'hui le modèle vivant. C'est toujours d'actualité, j'espère. Aux étudiants et étudiantes en classe prépa art et prépa animation. Donc vraiment à nouveau en croisant les 2 langages. Donc il est représenté par la Galerie Templon. Donc si vous voulez voir son travail, n'hésitez pas à remonter et aller chez Templon pour voir ces magnifiques dessins créés exprès pour Drawing Now Art Fair. Alors en 2020, il reçoit le prix Molière de la création visuelle pour la pièce La Mouche en équipe, une création de Valérie Le Sort et Christian Eck. Voilà, plein d'expositions solo de par le monde. Son œuvre se trouve parmi d'autres à la Fondation Louis Vuitton, Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain, Collectors Room Berlin, Olbricht Foundation à Berlin, Fonds d'art contemporain de la ville de Genève, et j'en passe et des meilleurs.
Alors ensuite, Virgin Keaton, merci aussi d'être là parmi nous. Donc elle est née en 88, fait travail à Paris, elle est plasticienne, artiste plasticienne et réalisatrice de films d'animation qui oscille entre le cinéma et les arts visuels. Donc encore une fois, on est au croisement de plusieurs langages. Après avoir étudié le graphisme et le cinéma, son premier court-métrage d'animation, Je criais contre la vie ou pour elle en 2009, est projeté dans près de 100 festivals, dont la sélection Acide au Festival de Cannes. Son film suivant, Mars et Vent, de 2015, expérimente la cartographie 3D et a été sélectionné pour le Festival international du court-métrage de Belo Horizonte au Brésil, le Riverside Short Film et Video Festival à New Haven aux États-Unis et a été nominé sur la liste restreinte dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation au César en 2017 en France. Son troisième film, Le Tigre de Tasmanie, a été sélectionné en compétition officielle de la Berlinale en 2018. Je suis de plus en plus impressionnée. Plus je lis, plus je suis contente que vous soyez tous là. Donc 2016, elle s'intéresse à l'installation et au paramétrage. Elle développe des projets sur plusieurs écrans dans des lieux variés selon leur architecture. Donc vraiment, ton travail prend l'espace et interroge en fait l'espace d'exposition et rentre dans cette idée justement plus plasticienne. En 2020, elle collabore avec la chef d'orchestre Laurence Equilbé en réalisant le court-métrage Agnus Dei, 2 minutes animation 2D, avec l'aide de la Fondation Bettencourt, Schweller et Arte Concert, autour de l'œuvre de Samuel Barber pour Arte Concert. En 2022, donc, tu as été présente ici avec la galerie Miou. On va peut-être en parler un petit peu justement de de ton portfolio de projets, Emmanuel, avec l'installation 3 fois là-bas. Tu es enseignante, donc Virgin Keaton est aussi enseignante à l'École nationale des arts décoratifs de Paris et préoccupée par les enjeux d'égalité des chances, elle imagine et co-anime avec les ateliers Médicis un cursus préparatoire aux écoles d'art et d'art appliqué à destination des jeunes de Seine-Saint-Denis. Finalement, Simon Rouby est né en 1980 à Lyon et réalisateur de films d'animation français. Après son passage à l'école de Cole, 2001-2003 à Lyon, par laquelle il apprend le dessin, la peinture et la sculpture, il étudie la réalisation et conception de films, d'abord à l'école des Gobelins à Paris, puis à CalArts à Los Angeles. Ses films de fin d'études Blind Spot aux Gobelins et le pressage à CalArts ont été sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux, dont Cannes, Clermont-Ferrand, San Diego, Ottawa ou encore Taïwan. En 2011, il se lance avec le scénariste Julien Lilti dans la conception d'un premier long métrage, Adama, qui sortira en 2015. Celui-ci est nommé au César et aux European Film Awards comme l'un des 3 meilleurs films d'animation de 2015. Il est pensionnaire de l'Académie de France à Rome. Il est en résidence à la Villa Médicis de 2016 à 2017, où il développe une pratique de l'installation vidéo. Simon Rouby s'intéresse aux techniques d'animation hybride, en mêlant notamment la sculpture à la modélisation et images de synthèse. Il alterne entre dessin, carnet, peinture, digital et physique, installation, performance et film. Et voilà, je ne vous ennuie plus, mais quand même, il y a ici des parcours extrêmement intéressants. Et je lance illico presto la première question à Emmanuel. Emmanuel, comment est-ce que tu définirais justement l'animation en tant qu'industrie et pourquoi est-ce que tu es plutôt passionné et nos invités ici aussi peut-être se manifesteront là-dessus, sur ce croisement entre art plastique, espace d'exposition, mise en espace du film aussi. Alors, vous m'entendez? Oui. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est une question qui amène une réponse assez longue et dense. Tout d'abord, peut-être une définition de l'animation, c'est bien de commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que l'animation? En fait, l'animation, c'est un ensemble de techniques. Alors, ce n'est pas un genre, puisque avec l'animation, on peut raconter tout, mais c'est un ensemble de techniques et qui crée, on peut dire peut-être un langage, c'est subjectif, mais en tout cas, voilà, la façon la plus simple de la définir, c'est ça. Et qu'est-ce que cet ensemble de techniques? C'est toutes les techniques de l'image de l'image animée qui permettent de retranscrire une image. Enfin, attendez, je vais le dire autrement. Une caméra, c'est une prise de vue continue, c'est-à-dire que quand vous prenez une caméra, vous l'appuyez sur REC, et puis c'est un ensemble d'images, mais qui vont être pris dans la continuité de la réalité. Donc quand vous allez voir un film de prise de vue réelle, qui est la plupart des films que vous pouvez voir, vous avez cette réalité-là avec des comédiens, des comédiennes, un décor, et puis une prise de vue qui s'est prise dans la continuité. L'animation, c'est toutes les prises de vue discontinues.
C'est-à-dire que ce sont des dessins, ça peut être de l'image de synthèse, ça peut être de l'animation de sable, ça peut être du papier découpé, enfin une multitude de différents supports et médiums qui, une fois qu'on les met sur une timeline et qu'on crée le mouvement, voilà, une fois qu'on les met dans la continuité, crée le mouvement. Je ne sais pas si j'étais très clair en fait. D'habitude je le dis vachement mieux, mais là c'est dimanche. C'est dimanche, faut que je commence tranquillement. Mais... Donc voilà, l'animation c'est cet ensemble de techniques de prise discontinue. Alors celle qu'on connaît la plus, c'est le dessin animé. Donc le dessin animé c'est très simple, c'est un ensemble de dessins qui, mis dans le mouvement, crée une action avec un personnage qui se déplace. Mais derrière il y a énormément de techniques qui sont très différentes. Aujourd'hui on parle beaucoup d'animation 3D aussi, puisque la plupart des longs métrages que vous pouvez voir dans le cinéma ou des séries que vous voyez à la télé sont en 3D, donc là c'est vraiment de l'image de synthèse, c'est numérique. Mais voilà, il y a des gens qui animent leur sang, il y a des gens qui animent des ongles, il y a des gens qui animent du sable, on peut tout animer. À partir du moment où voilà, on prend ces prises de vue et on les met l'une après l'autre pour créer le mouvement. Et donc l'animation est née par le travail d'Émile Reynaud, et c'est né 3 ans avant l'invention des Frères Lumière, donc ça vient avant la prise de vue réelle. Et il se trouve que l'animation a beaucoup intéressé beaucoup d'artistes, mais c'est a très vite été emparé notamment par des gens comme Walt Disney qui en ont fait une véritable industrie. Et ce langage animé est devenu pour la plupart des gens un langage plutôt à destination du jeune public, et c'est devenu une véritable industrie. Aujourd'hui c'est une industrie qui est assez forte, avec les États-Unis en première ligne, mais aussi de l'animation japonaise en numéro 2 et la France en numéro 3, quand même on est bien placé. Derrière ça on retrouve d'ailleurs enfin voilà, 3 terres du cinéma que sont les États-Unis, le Japon et la France, mais aussi 3 terres du dessin et de la bande dessinée que sont le comics, le manga et la BD franco-belge. Donc là on voit bien le lien entre animation et dessin. Voilà, donc du coup aujourd'hui pour la plupart des gens l'animation c'est des films ou des séries pour les enfants. Or, il se trouve que, en parallèle de cette industrie qui a été lancée par Walt Disney et d'autres, une communauté d'artistes et de cinéastes plus indépendants et qui ont voulu, eux et elles, s'emparer de ces techniques pour raconter autre chose, des choses plus expérimentales, ou alors des choses fictionnelles, mais pour adultes, ou plus arrêt essai, et se sont retrouvés un peu esselés et ont créé un espèce, au fil des années, des décennies, un réseau de festivals dans le monde entier, et où on peut voir ce type de travail, on peut appeler ça de l'animation indépendante, mais qui est resté vraiment très en marge du cinéma, et aussi de fait très en marge des arts plastiques et visuels. Et cette communauté, qui est très importante, a vécu longtemps cachée, et aujourd'hui on a un peu marre de vivre caché. Non mais je le fais en storytelling. On a un peu marre de vivre caché, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est des générations qui avons envie d'assumer notre travail et de l'assumer à plein jour, et que ce travail soit vu. Et on arrive à un moment où aussi, de la même façon que la bande dessinée a opéré une espèce de petite révolution des 70-80, où on est passé de œuvres de bande dessinée pour les enfants ou pour les geeks à aujourd'hui du roman graphique qu'on peut trouver sur toutes les tables, les chevets des grands critiques littéraires. De la même façon, là, l'animation est en train d'opérer. Catherine Meurice vient de rentrer à l'Académie française, voilà. Donc il y a vraiment une reconnaissance de la valeur culturelle, en fait, de quelque chose qui est resté dans la niche un peu de tout ce qui est pour l'enfance, et en fait on commence vraiment officiellement à reconnaître tout ça. Mais revenons à l'animation. Donc voilà, nous on est en train d'opérer là aussi ce changement qui va prendre du temps encore, mais dont on a besoin. Et donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe effectivement par de plus en plus de longs métrages arrêt essai qui proposent des narrations et des cibles différentes, mais aussi de plus en plus d'artistes de la scène visuelle qui s'emparent de ces techniques. Parce que les artistes généralement n'ont pas de préjugés sur les techniques, mais voilà, c'est une opération lente, et qu'on essaye d'être proactif là-dessus. C'est un peu dans nos conversations, un des thèmes qu'on a abordé justement, c'est le fait que les artistes plasticiens, eux, sont beaucoup plus décloisonnés parfois que nous, les curateurs, curatrices, les institutions. Il y a beaucoup d'artistes plasticiens qui regardent l'animation et vice-versa. Est-ce que toi, Emmanuel, quelle a été ta première entrée justement dans le monde des arts plastiques ? Est-ce que c'est un artiste ou une artiste ? Ou est-ce que c'est plutôt
tes réalisateurs d'animation qui ont manifesté le désir d'être aussi dans l'espace d'exposition? Bah, c'est un peu tout, c'est aussi beaucoup lié à Simon. Voilà, c'est vrai que c'est Simon, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis ado. Et c'est Simon qui m'a amené à l'animation dans un premier temps. Et c'est aussi en regardant la pratique de Simon. Je n'ai pas mon téléphone. J'ai mon téléphone, tu veux? Ah, qui fait du bruit? J'ai l'impression que ça interfère, non, avec Peut-être, je vais le mettre en mode avion. Mais... Pardon, excuse-moi. Non, mais... Pour l'enregistrement. Et en fait, non, mais l'exemple de Simon est intéressant parce que c'est bien pour ça qu'il est là aussi d'ailleurs. C'est que quand j'ai vu, enfin voilà, qu'on se connaît bien, après on a commencé à travailler ensemble et j'ai vu la double pratique de Simon, qui était en fait pas une double pratique, qui est une simple pratique, mais qui prend, voilà, qui a des échos au niveau du cinéma d'animation, mais aussi l'installation, le spectacle, parce que voilà, Simon fait plein de choses, on va en parler après. Et en fait, plus j'ai avancé dans ce parcours de producteur, au départ, parce que moi je suis producteur, intéressé quand même à un cinéma d'animation plutôt indépendant, bah, plus j'ai croisé des parcours à la fois soit de réalisateurs et réalisatrices qui étaient dans l'animation parce qu'elles ne se sont pas trouvées compris dans les écoles d'art, parce que quand ils montraient des œuvres d'animation, on leur disait c'est de l'illustration, c'est pas de l'art, et que du coup ils ont quitté les écoles d'art pour aller dans des écoles d'animation pour pouvoir s'exprimer plus simplement et être reconnus plus facilement. Soit des réalisateurs et réalisatrices qui venaient d'écoles d'art mais qui ont bifurqué ensuite, beaucoup de gens qui sortent du Fresnoy notamment, puisque c'est une école qui est... soit encore des cinéastes qui avaient envie aussi de s'exprimer ailleurs. Et en fait, moi, mon travail, c'est un travail d'accompagnement. Et donc, du coup, quand j'entends ça et quand je vois ça chez des gens que j'accompagne, et ben, j'ai envie de mieux les accompagner. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée aussi de travailler contre, on va dire, bah, en tout cas, contre l'étanchéité entre animation et monde de l'art, en tout cas pour favoriser le plus de porosité possible et pour que ces allers-retours se fassent simplement, en fait. Alors je propose peut-être justement à Simon de réagir un petit peu sur ces questions, justement, non seulement du point de vue de ta formation, mais aussi certainement de ta pratique. Emmanuel, est-ce qu'on peut passer vers la diapo de Simon? Alors, bonjour, donc je m'appelle Simon Roubi. Je vais vous parler un peu après d'un projet en particulier très rapidement, mais pour rebondir, c'est vrai qu'en tant qu'artiste et réalisateur d'animation, c'est aussi un rapport au cinéma avant tout, moi personnellement, qui m'a toujours occupé. Et finalement, il y a plein de manières de rentrer dans le cinéma. Ça peut être par l'écriture, par la littérature, par le scénario. Ça peut être par une école de cinéma, par la photographie. Et ça peut être aussi image par image. Et en fait, quand on rentre dans le cinéma image par image, ben, on commence par faire sa première seconde, sa première minute, son premier court-métrage, et on arrive de ce côté-là. Et ensuite, il y a ce croisement qui s'opère. Moi, je sais que depuis toujours, le rapport que j'ai toujours eu au dessin, puisque je viens vraiment du dessin à la base, même si ce que je vais vous montrer est un peu dérivé, dans mon rapport au dessin, ça a toujours été avant tout un rapport au mouvement, et un dessin comme une partie seulement d'un mouvement, et même avant de savoir faire des flipbooks et avant d'être capable de conceptualiser l'idée d'une séquence d'images, sur une seule feuille, déjà, j'ai jamais fait un dessin depuis que je sais dessiner, où il n'y ait pas un personnage dans 6 ou 7 positions différentes qui soit une décomposition de mouvement. Et d'ailleurs, c'est des dessins que j'ai ramenés au concours des Gobelins bien plus tard, quand j'ai voulu postuler, pour montrer que voilà, c'était une obsession de longue date. Et ensuite, je trouve que ce rapport à l'image unique qui devient une séquence, ça désacralise un seul dessin, donc finalement c'est assez loin de l'illustration. Et il y a aussi pour ma part, vraiment un rapport à la lumière, c'est-à-dire que quand on est et là je reviens au cinéma, c'est-à-dire que c'est un dessin qui à terme va être projeté et qui va être projeté dans le noir. Et en fait, c'est de la lumière qui va être projetée, et donc c'est ce rapport-là, moi, qui m'intéresse en particulier. Donc je ne sais pas si je parle de l'image là maintenant ou on continue. En fait, le projet donc, que vous voyez sur l'écran, ça s'appelle Pangea. Et en fait, c'est issu d'un passage, comme disais à l'instant, du dessin vers un peu une autre technique qui s'appelle la photogrammétrie. Et en fait, la photogrammétrie, en gros, c'est du scan 3D. Et pour moi, en fait, cette transition, elle était très naturelle parce que le dessin, pour moi, ça a toujours été une question de dessin d'observation.
Donc j'utilisais depuis toujours le dessin pour représenter mon environnement, et toujours quelque chose de très lié à l'observation. Et donc finalement, j'ai gardé l'observation, juste enlevé le dessin. Et cette technique de scan 3D en fait m'a permis de continuer cette démarche. Et le projet est inspiré par cette idée de Pangée, ça s'appelle Pangea. Et cette idée de Pangée, de dérive des continents que vous voyez là. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est une représentation de notre belle planète bleue avec en haut à gauche les millions d'années. Et vous voyez en fait, par exemple là, on voit l'Inde qui se décroche du continent africain, qui vient complètement frapper le continent asiatique. Et en fait, l'idée que ce qu'on considère comme statique, solide et qu'on considère comme dur et pas en mouvement, quand on regarde avec une autre échelle de temps, c'est complètement fluide et c'est toujours en train de se déformer. Et ça, c'est une idée qui m'a inspiré. Et si on regarde aussi sur le prochain, ce qui m'a inspiré dans cette idée de la Pangée, c'est cette espèce de map-monde complètement recroquevillé, complètement froissé. Et si on fait encore sur la suivante, on peut voir que si on s'amuse à remettre les frontières actuelles sur cette ancienne carte, on a des collages et des assemblages qui sont très intéressants pour moi. Et notamment, moi, je me suis particulièrement intéressé pour ce projet à l'assemblage entre Afrique de l'Est, vous voyez Afrique de l'Est, Madagascar, Inde, et Antarctique. Et en fait, j'ai choisi de faire un projet qui serait une histoire qui se passerait presque dans une sorte de road trip entre ces différents endroits, et qu'il y a un collage complètement même entre les climats et entre les différents lieux. Alors, ce que nous venons de voir, c'est passionnant, parce que ça raconte une histoire. Il y a vraiment une question de narration. L'animation est souvent liée à la narration. En revanche, il n'y a pas de personnage, et on associe l'animation au personnage. Est-ce que, quand on passe un petit peu vers la plasticité dans l'animation, est-ce qu'on se détache un peu de cette question du personnage et de l'identification du spectateur au personnage, ou est-ce que c'est toujours important? J'adresse aussi la question à Virginie. Bah, ça tombe mal, parce que moi je mets aucun personnage dans mes films, ouais, en effet. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, moi dans l'animation précisément, ça m'intéressait. Antoine va nous sauver, il a plein de personnages. Mais moi, je rejoins ce que tu disais. Moi, ce qui m'a intéressé tout de suite dans l'animation, c'est le fait qu'on puisse décentrer un regard humano-centré et atteindre justement des échelles qui soient... qui se situent pas à l'échelle humaine, soit parce que c'est des choses qui sont pas de l'ordre du visible, de l'atome, des matières qui sont pas visibles, soit c'est parce que c'est des mouvements qui s'étalent sur des millénaires, voire des millions d'années. Si on peut mettre peut-être le... Ah pardon, c'était fini. Ah bon, ouais, enfin voilà, donc c'est pareil. Du coup, je travaille aussi des matières qui sont pas qui sont minérales, ou en tout cas qui sont pas avec peu de présence humaine, mais du coup je reviendrai, j'avais pas Ah non, c'est bon. Non, je continue. On va revenir à ça. Non, voilà, c'est ça, sur des mouvements en tout cas qui peuvent en fait avoir une forme quand même d'organicité, c'est-à-dire que d'animer des montagnes par exemple comme si c'était des organes. Par exemple là c'est un grand paysage minéral que j'avais réalisé pour le centre Pompidou-Metz, et en fait j'ai appelé mes montagnes des poumons, des cœurs, etc. Donc il y avait vraiment l'idée de mouvements qui s'étalent normalement sur des millénaires, et comme tu disais, des mouvements qui sont pas à l'œuvre, dont on ne voit pas le mouvement, et pourtant qui déplacent des formes, des masses considérables pour bouger, et dont on a la certitude qu'elles sont immuables ou qu'elles ne bougent pas. Et l'animation, par la décomposition du temps et du mouvement, peut atteindre justement des temporalités qui sont complètement autres. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'animation, justement. Ouais. Oui, en effet, vous vous retrouvez tous les deux là, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder le monde comme animé, en fait. Alors que Antoine Rugers, qui nous vient plutôt des arts plastiques, travaille pas mal avec des personnages. Donc, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ces... Et qui ne sont pas vraiment des personnages, c'est des peintures, en fait, que tu as commencé à explorer au départ dans ton travail. Oui, c'est ça. Moi, c'est surtout j'ai un rapport très enfantin à l'animation, c'est-à-dire que je suis émerveillé quand je viens du dessin au départ avant de faire de la peinture. Et je dessinais des petits dessins. Et quand j'ai commencé à faire de l'animation et à faire cligner l'œil d'un personnage, le faire bouger, respirer, ouvrir une bouche, j'étais émerveillé par la vie que tu peux donner sur une image fixe. Et donc quand j'étais au Beaux-Arts, je faisais une copie d'une peinture de Rubens, et je passais toujours devant un tableau des frères Lenain, et je me disais, mais dans ce tableau, il se passe quelque chose qu'on ne voit pas. Comment je peux le montrer? Et l'outil
parfait, c'était l'animation. C'était donner vie aux choses, donner vie à la peinture, à l'image fixe. Et donc c'est ça que j'ai exploré. Et donc c'est la narration, l'histoire qui m'intéresse, moi, dans l'animation. Et donc raconte-nous un petit peu, donc... Oh, oui, attends, je crois qu'Emmanuel a une question. Plutôt une remarque, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, là on voit le travail d'Antoine, qui est, quand on connaît bien le milieu de l'animation indépendante, on va dire, je mets l'industrie de côté, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma de court-métrage indépendant. C'est des esthétismes, des façons de raconter. Et en fait, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, parce que, on va dire, Simon et Virginie qui viennent d'abord d'une expression plus cinématographique. Effectivement, quand vous allez vers des installations, vous quittez un petit peu le narratif plus classique et vous quittez les personnages, alors que toi qui viens plutôt de la peinture, et là tu viens complètement, enfin on dirait vraiment des extraits d'un court-métrage d'animation indépendant qu'on pourrait trouver. Du coup c'est intéressant parce qu'en fait on voit bien que vous n'avez pas le même, vous venez pas de la même pratique au départ, et du coup vous allez chercher quelque chose que vous ne retrouvez pas. Mais c'est vrai que vous, quand vous faites un court ou un long métrage, vous utilisez des personnages, une narration classique, donc vous avez envie de vous en échapper aussi quand vous faites autre chose, quoi. Sur la question du personnage, en fait, je pense que effectivement, il y a l'idée du cinéma comme catharsis, c'est-à-dire un héros qu'on suit, auquel on s'identifie, à travers lequel ou laquelle on va vivre des choses. Et en fait, il y a aussi, moi, je pense que Virginie, c'est le cas aussi, et Antoine aussi, mais il y a aussi le fait que le cinéma d'exploitation ou l'industrie, en fait, c'est un cas particulier du cinéma. C'est-à-dire que la manière dont là, vous êtes assis face à un écran, et dans le noir, et avec un son qui vous entoure, des fauteuils en velours rouge et tout ça, en fait, pour moi, c'est un cas particulier d'un médium plus large qui serait l'installation vidéo. Et en fait, quand on spatialise le cinéma, quand on le sort de ce dispositif de projection, quand les personnes sont debout, on retombe sur des dispositifs plus proches de la peinture. Pour moi, quand on voit la Rothko Room, qui est en ce moment à la Fondation Vuitton, justement, pour moi, je rentre dans un cinéma, en fait, parce qu'il y a cette lumière, il y a ce rapport, ou dans une installation vidéo. Et je pense qu'en fait, on a eu envie, à un moment donné, de sortir de l'expression du format rectangulaire avec un personnage et une histoire, pour que finalement le personnage, ça devienne le spectateur. Oui, ça c'est vraiment, on rentre dans le langage de l'art contemporain, où vraiment le spectateur arrive dans un espace et active quelque chose. Tu veux peut-être continuer à montrer ce que tu nous montrais tout à l'heure? Je suis désolée, Emmanuel, VJ, c'était pas prévu. C'est des exemples, pardon. Donc ça, c'était juste pour illustrer ce que c'est que le scan 3D, en fait. C'est une multitude de photographies qui donnent une sorte d'image synthétique comme ça. En fait, s'il y a peut-être 200, 300 images qui ont été prises avec un appareil photo, mais qui ensuite sont synthétisées en une seule image tridimensionnelle. Et je me sers de ces images pour faire des installations vidéo, un peu ce que j'appelle un orchestre d'écran, et pour que ce soit, comme je disais à l'instant, le spectateur qui soit le seul personnage, en fait, de l'installation. Et après, il y a des déclinaisons, plus, ça c'était à la Galerie Millau justement, plus liées au dispositif de présentation de l'art contemporain. Et justement, quand tu sors de l'animation, parce que dans l'exposition à la Galerie Millau, elle était plutôt pluridisciplinaire, comment est-ce que tu abordes justement ces autres médiums? Est-ce que ça vient justement du dessin animé, ou est-ce que tu es vraiment tu plonges complètement dans d'autres langages? Comment est-ce qu'ils s'articulent en fait? Pour ma part, c'est toujours quand même, il y a toujours une forme de narration, donc c'est toujours la narration qui dicte quels devront être les médiums envisagés. Et c'est vrai parce que je fais aussi de la mise en scène de performance, et je travaille avec des musiciens et des danseurs aussi. Mais c'est toujours la narration de départ qui dicte ce que devra être le projet en termes de médium. Donc là, c'était justement l'idée de la Pangée, donc d'avoir agrégé plein d'éléments qui viennent à la fois d'Antarctique, d'Inde, de ces zones que j'ai montrées plutôt sur la carte, et ensuite de pouvoir les présenter comme une espèce de puzzle que le spectateur doit reconstituer. Mais c'était lié à l'histoire que je voulais raconter. Donc je me pose jamais la question du médium avant la question narrative. Je pense qu'il y a une autre manière de répondre à ta question, plus large on va dire, parce que c'est la pratique de Simon, mais c'est que les cinéastes d'animation, ils sortent d'école, et c'est des gens qui sont vraiment dans un artisanat, quelle que soit la technique qu'ils développent, c'est des gens qui fabriquent directement et qui sont en lien direct avec la matière de leur film.
Donc je pense que, et ça c'est un constat que j'ai fait, alors pas tous, mais beaucoup de cinéastes que j'ai rencontrés avaient des pratiques autres, avaient envie de s'exprimer aussi à travers d'autres médiums, que ce soit la peinture, la sculpture. Et donc je pense que ça c'est quelque chose de très particulier aussi, cette pratique artisanale du cinéaste d'animation qui fait que il est dans la fabrication et du coup il a envie de toucher à d'autres choses, quoi. Alors j'ai envie de poser la question dont personne ne veut parler à chaque fois, c'est la question commerciale. Et là je me tourne vers Antoine qui est représenté par la Galerie Templon ici. De mon point de vue, et quand j'ai commencé à préparer l'exposition Animation mécanique de l'esprit, c'était aussi pour soutenir les artistes qui faisaient de l'animation, parce que dans Drawing Now, parfois les collectionneurs, collectionneuses privées, voire même des institutions, arrivent ici et sont un peu décontenancés par l'animation. Et en fait, plus je parle avec des artistes, dont toi, me semble-t-il, plus on me dit qu'en fait, ça a été plutôt positif d'introduire l'animation dans leur pratique et que ça a presque expliqué, il y a eu presque un rapport pédagogique en fait avec les spectateurs et spectatrices. Mais en fait, moi, il n'y a pas eu de rupture dans mon travail, c'est le prolongement de ma peinture. Donc tout est lié, le dessin, la peinture et l'animation. Donc je raconte une seule et même chose avec tous ces outils-là, tout simplement. Donc les collectionneurs ont suivi la démarche. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était en 2009, ma première exposition en galerie. J'ai fait un travail sur Jérôme Bosch. Et les gens étaient émerveillés, épatés de voir des tableaux bouger, des tableaux très connus. Et du coup, il y a eu un côté très jubilatoire en fait, pour le public. Et les collectionneurs ont tout de suite adhéré, acheté. Et puis il y a des collectionneurs réels de vidéos aussi. Mais là, il y a aussi des collectionneurs autres qui avaient aussi d'autres œuvres, d'autres types, d'autres médiums. Mais je n'ai pas rencontré de difficultés, même les musées étaient intéressés. Donc ça s'est vraiment fait très naturellement et j'ai eu beaucoup de succès grâce à la vidéo. Et c'était plus tard que la peinture a vraiment pris sa place dans mon travail, dans sa reconnaissance. Tu peux peut-être expliquer un petit peu ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que tu as travaillé autour de l'objet aussi. Oui, parce que les premiers films, c'était des projections et ça me gênait parce que ça manquait de matérialité. Comme on travaille beaucoup sur des fichiers, donc on vend une clé USB, un disque dur et peut-être un dessin original, mais il me manquait quelque chose. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire des objets où il y a le film à l'intérieur et à l'extérieur il y a un tableau peint sur bois. Donc c'est un vrai objet qu'on a chez soi. Donc quand le film est fini, on peut le fermer. Comme un retable. J'ai travaillé sur le retable aussi. Et donc là, ça devient vraiment un objet plastique qui est entre l'animation, la peinture, mais c'est une vraie œuvre qui se tient dans la main, ce que je veux dire. Dans ta plasticité, enfin les histoires que tu racontes dans ton travail, quelle a été la fascination originale par rapport à ces personnages de Bruegel et d'autres peintres? Et comment est-ce que tu les rends contemporains? Quelle est la lecture contemporaine de ces œuvres? La première fois que je vois les tableaux de Bruegel, c'est en cours d'histoire de l'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup la peinture par les écrans ou par la projection. Et du coup, on a un autre rapport avec l'image. Et c'est vrai que ça permet de rentrer dans l'image. Et là, je me suis rendu compte que c'était en fait à chaque fois comme des multitudes de plans de films en un seul tableau. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça que j'ai voulu explorer, j'ai voulu expérimenter. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à ça. Virgine, alors on va passer dans un... Je ne sais pas si on a des images, mais j'ai vraiment envie de parler de ton projet à New York, où on n'est vraiment plus du tout dans un espace d'exposition, mais on est dans un espace public dans lequel tu as été invité à intervenir. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est produit, à quel moment, et qu'est-ce que ça fait que d'être en grandeur plus que monumentale, en fait, en pleine rue, dans une des plus grandes villes de la planète? En fait, c'est un festival que je ne connaissais pas, d'art numérique, qui s'appelle Midnight Movement. C'est donc un artiste par mois qui expose une œuvre de 3 minutes qui tourne tous les soirs avant minuit à Times Square. Voilà, et donc c'est eux qui m'ont contacté, en fait. Moi, je ne connaissais pas, donc ils m'ont contacté et j'ai proposé un travail tiré d'un film que j'avais fait pour justement un film plutôt de cinéma, pour du festival de court-métrage qui s'appelait Je crée contre la vie ou pour elle. Et où c'est des... J'adore tes titres. Ça prend du temps à écrire aussi. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc c'était un film qui était fait qu'à partir de gravures de gravures du 19e siècle, de cerfs, de chiens, etc.
Et j'aimais bien l'idée d'avoir en fait, les gens à Times Square, c'est vraiment l'ultra. Il y a de l'image de partout, mais on ne voit rien tellement il y en a, tellement il y a de panneaux. Et tout d'un coup, les gens viennent pas voir ça parce qu'ils savent pas que ça existe. Ils viennent voir le CAC 40 etc. Et tout d'un coup, il y avait les cerfs et les chiens qui débarquaient dans la ville. C'était une trentaine d'écrans qui tout d'un coup se mettaient à jouer avec les cerfs, les chiens qui tournaient partout au milieu de la place. Et du coup, c'était bien de ramener un peu de nature à l'intérieur de cette ultra-urbanité. Ouais. Et c'est la première fois que tu as travaillé à une telle échelle? Bah oui, je pense que je ne sais pas comment je peux faire plus grand. Et la dernière, peut-être. Et qu'est-ce que ça t'a fait justement de voir quelque chose qui à la base, quand tu travailles, tu es vraiment dans une échelle bien réduite. Qu'est-ce que ça fait justement d'être à cette échelle et de ramener aussi cette attention aux détails et au dessin soudain dans une mégalopole? Et quelle a été la réaction? Est-ce que tu as pu percevoir la réaction des gens aussi? Tu as pu recueillir un peu des réactions? En fait, ce qui était intéressant, c'est que moi, tout mon travail, il est assez, tous mes films, que ce soit pour le cinéma ou pour les installations, j'ai toujours un nombre très restreint de motifs, des cerfs, des chiens, des montagnes, etc. Et tout mon travail s'articule vraiment sur le détail comme un événement, des choses qui se répètent et où tout d'un coup, la petite bascule devient, ce qu'on ne devrait pas regarder, devient ce qu'il y a de plus émouvant, quoi, grosso modo. Donc des cerfs qui courent et tout d'un coup le sabot se casse un petit peu plus que d'habitude et tout d'un coup ça change complètement la position du cerf et la douleur qu'il peut avoir ou pas, par exemple. Et donc du coup c'est ce qui était intéressant à Times Square, c'était d'avoir un endroit où on ne regarde rien, on ne voit rien et tout d'un coup on s'arrête et on voit. Et ce travail sur l'acuité et sur l'arrêt, le hors-temps, parce que ça dure 3 minutes, mais ça pourrait être 30 secondes ou ça pourrait être 10 minutes et on ne sait plus. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma d'une manière générale, c'est que c'est des blocs de temps qu'on vient sculpter. On décide où on commence, on décide où on finit, et on sculpte un bloc de temps dans lequel on amène des gens. Et je trouve ça assez beau, en fait, de partager ça avec des gens, quoi. C'est fascinant de t'écouter parce qu'en fait, tu utilises l'animation vraiment à rebours de ce qu'est notre rapport un peu ignorant à l'animation, qui est justement de s'évader et d'oublier l'endroit où on est, de se livrer à une narration qui se passe en face de nous. Et en fait, l'animation ici vient vraiment arrêter les gens et leur rendre conscients de l'espace dans lequel ils sont. Et donc, en fait, j'ai envie de retourner un peu la question à Emmanuel et de demander, parce que en réalité, tu parles de festivals numériques, par exemple. Nous, dans l'art contemporain, les plasticiens qui font de l'animation, de la vidéo, c'est très rare, finalement, qu'ils soient conscients, justement, de ces festivals, de cette industrie, on va dire, même si elle est indépendante. Et je sais que tu ne veux pas parler d'industrie pour des artistes qui sont plutôt pluridisciplinaires, mais il y a quand même une industrie et un circuit. Est-ce que les artistes plasticiens, est-ce qu'Antoine, par exemple, déjà peut-être, as-tu déjà participé, est-ce qu'ils ont intérêt justement à aller aussi dans ces circuits? Bah oui, parce lorsqu'il ne que s'agit plus pas on monte son d'installation dans travail, mieux l'espace. c'est. Après, il y a une question commerciale aussi derrière. Enfin, je prends un exemple, parce qu'on n'a pas cité quelqu'un qui est quand même... on est obligé de passer par lui quand on parle d'animation d'art contemporain, c'est William Kentridge. Et William Kentridge, qui est lui reconnu des deux bords, on va dire, lui envoyait ses films en festival. C'était un régulier du festival d'Annecy et autres. Et puis un jour, plus de films. Donc, et ces films n'ont été que maintenant on peut plus projeter. D'ailleurs, ça s'appelle des dessins projetés. Ces films s'appellent dessins projetés. On ne peut plus les projeter que en centre d'art ou en musée. On n'a plus le droit de les projeter, ou alors sauf autorisation exceptionnelle. Donc c'est marrant, il faudrait lui poser la question de pourquoi... Tu sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de lui, une envie de plus y être? Est-ce que ça vient d'une question commerciale en disant bah non, tes films, si on veut lui donner plus de valeur, il faut qu'on puisse les voir Je pense que dans là, des on certains arrive endroits. à un souci qui est justement le contexte de la galerie commerciale dans lequel on est ici maintenant et le contexte de la maison de production et de la distribution du film, qui sont deux mondes qui qui discutent, mais qui se tournent le dos commercialement parfois. Ah bah oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter beaucoup aussi. Hein. C'est des choses qui sont... Mais voilà, c'est un cas qui est intéressant. Je discutais aussi avec Bertrand de Zoto il n'y a pas longtemps, qui est artiste plasticien qui fait de l'animation, qui me disait ouais, mais j'ai envoyé mes films en festival, mais on ne me les a pas sélectionnés. Alors moi j'ai découvert son travail en tant que jury d'un festival. Et donc on l'a sélectionné, mais enfin je pense que son cinéma, son travail n'a
toute sa place dans des festivals de films indépendants d'animation. On peut prendre un autre exemple qui est intéressant, c'est Yoriko Mizushiri, que j'ai produit, qui est un film qui est dans l'exposition à l'entrée à droite. Typiquement, c'est un court-métrage dans le cadre classique du terme, c'est-à-dire produit avec du financement du cinéma. Mais quand on parle à Yoriko, elle dit « mais moi, j'ai jamais pensé à aucun moment de ma vie faire du cinéma. C'est le seul endroit où on me donne de l'argent. » Donc en fait, moi, elle se considère comme une artiste visuelle, mais comme elle n'arrive pas à trouver moyen de vivre ailleurs qu'en faisant des courts-métrages qu'elle envoie dans ses festivals. Alors là, maintenant, elle est produite, donc on arrive en plus à lui dégager un salaire pour fabriquer ce film. Mais sinon, avant, elle faisait ses films toute seule dans son coin, elle les envoyait en festival, elle gagnait des prix, ça lui donnait de l'argent. Enfin, elle était dans un système qui était complètement à l'écart du marché de l'art, alors que pour elle, elle se considère beaucoup plus comme artiste que comme cinéaste d'animation. Elle est cinéaste d'animation par défaut, parce que c'est le seul endroit... C'est la réaction que nous avons à ces... Oui, c'est la réaction que nous avons à ces films. En fait, j'ai payé pas mal de visites à des amis de musée qui sont étonnés en fait de savoir que c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'industrie de l'animation, parce que c'est un film qui a tout à fait sa place selon les visiteurs. Hein. Je cite ce qui m'a été dit, en fait. Antoine? Moi, au début, j'ai fait beaucoup de festivals, notamment Clermont-Ferrand, Annecy, des choses comme ça. Donc, j'avais envoyé les films, mais j'ai senti qu'il y avait un décalage dans le regard. Le regard n'est pas le même dans une salle de cinéma et dans un festival de cinéma que dans une galerie. Si vous mettez un court-métrage dans une galerie, on va peut-être pas le regarder. Si vous le mettez dans une salle, on va le regarder. Et le rapport et l'attente du public n'est pas la même, ni l'observation, ni l'état d'esprit n'est pas le même. Donc c'est peut-être ça qui peut créer un décalage. L'aspect commercial, je ne sais pas, mais en tout cas, ce regard-là n'est pas la même. Oui, là, en fait, les espaces imposent des comportements, en fait, aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant avec Sébastien Lodenbach, donc, qui vient d'avoir le César avec Cara Malta pour Linda veut du poulet, pour un long métrage d'animation qui est dans les salles de cinéma, nous montrons ces films poésie, 6 de ces films poésie dans l'exposition derrière le mur, derrière vous. Et en fait, on a un dispositif avec un bouton. Donc les écrans affichent, appuyez sur le bouton 2 secondes, écrit de façon assez rigolote. Et donc on met un casque, on appuie sur le bouton. Et c'était un souhait de la part de Sébastien pour qu'on puisse regarder les films dès le début. Les films sont assez rapides, mais c'est une expérience qui a un début, un milieu et une fin. Donc je pense qu'il y a aussi ça, certainement, comme... C'est sûr que ça déstabilise les cinéastes d'animation d'avoir leurs films en boucle. Parce que pour eux, non, on garde alors le que film pour nous, la boucle, c'est notre règle royale. Exactement. Mais oui, mais c'est ce que tu disais, c'est que tu ne regardes pas du tout la même. Et d'ailleurs, généralement, les cinéastes d'animation qui s'expriment aussi ailleurs, vous faites, vous, par exemple, complètement autre chose. Quand vous n'êtes pas du tout dans un rapport narratif où on peut vraiment prendre vos œuvres, toutes les deux, à n'importe quel moment, quoi. Simon, vas-y, c'est toi. Non, mais c'est sûr que en fait, parce que là, on parle de différentes variations sur la même forme d'art, mais en fait, ce qui à un moment découpe cet éventail vraiment en tranches, c'est la manière dont les choses sont diffusées. Donc, quand on est diffusé en cinéma d'exploitation, donc de long métrage, on a des attentes on a des attentes de retour sur investissement de la part des gens qui ont financé le film. Et un long métrage d'animation, ça se compte en millions d'euros, donc on n'est pas du tout dans le même rapport commercial, et donc il faut que le film puisse s'adresser à tel public et que les gens viennent payer leur place. Quand on projette dans un festival d'animation, en général, et que c'est un court-métrage, ce que moi je trouve personnellement souvent difficile, c'est de contrôler le contexte dans lequel c'est projeté, parce que c'est projeté dans des programmes où il y a 10 ou 12 courts-métrages, et on n'a aucune idée de ce qu'il va y avoir avant et après, et vous imaginez bien à quel point ça conditionne le regard. Et donc c'est vrai que moi je préfère soit le cinéma d'exploitation, donc long métrage, soit vraiment contrôler complètement les conditions du spectateur dans une installation vidéo avec un sas d'entrée, un rideau noir qui fait qu'on a un sas, on passe d'un monde à l'autre et on contrôle un peu plus l'expérience, quoi. Alors on est un peu sorti dans les salles de cinéma là en ce moment. J'ai envie de revenir, étant à Drawing Now, je suis bien obligée de vous poser la question. Quel est le rôle que le dessin joue dans votre travail? Bah non, je dessine pas, moi. Non, mais c'est peut-être pas moi qu'il faut poser la question, parce que moi je dessine pas. Moi je travaille qu'à partir de matériaux préexistants, donc à partir de
de gravures populaires ou de peintures issues soit de l'art populaire, soit de la peinture classique, que je viens rehausser éventuellement d'un peu de dessin image par image, mais je pars vraiment d'une matière qui est brute. Et précisément, ce qui m'intéresse dans ces images qui sont préexistantes, c'est je combine des centaines d'images. Je n'utilise jamais un tableau en part entière qu'ensuite je viendrai animer, mais je combine des centaines d'images pour créer des images qui semblent être toutes faites parce qu'elles sont à la fois familières, mais qui sont nouvelles puisque faites de différentes sources. Et ce qui m'intéresse moi à la base dans ces images-là, c'est que avant même qu'elles soient activées ou qu'elles existent, elles ont une forme de simplicité, un peu comme les mythes ou les contes. Elles ont une simplicité narrative a priori. Et pourtant ne cesse d'y revenir et d'y revenir comme si elle portait derrière elle une espèce de profondeur de ce que c'est qu'être humain. Enfin, c'est des images qui semblent aller de soi et qui semblent raconter quelque chose de beaucoup plus profond que la simplicité de la narration qui en émerge a priori. Donc moi c'est ça le rapport que j'ai aux images, c'est d'avoir des images qui de fait convoquent déjà une multitude d'autres histoires et qu'il suffit de déployer, de redéployer à l'infini, d'ouvrir, d'étriper, de voir ce que ça donne. C'est comme ça que je travaille avec une matière préexistante. Déconstruire le dessin et la peinture des autres, en fait. C'est pas la déconstruire, parce que c'est pas complètement la déconstruire, c'est la redéployer vraiment, ouais. Mais elle pourrait se redéployer de mille manières, mais comme on la redéploie sans doute dans notre propre imaginaire, quoi, sans arrêt. Simon, et toi ? Moi, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais mon rapport au dessin, c'est en fait un dessin n'a pas vraiment de valeur s'il ne s'inscrit pas dans une séquence de dessin. Et donc, j'ai un rapport au dessin où je peux jeter un dessin très facilement. Ce qui compte, c'est l'ensemble, en fait. Là. Et je sais que dans l'animation, enfin, je sais que ça... C'est des réflexes qu'on avait quand, par exemple, j'étais étudiant en Gobelin, c'est qu'on va très vite faire des dessins à 4 mains ou à 6 mains, c'est-à-dire qu'on va se les passer. Et en fait, dans le dessin d'animation, très souvent, de toute façon, un dessin passe par une chaîne de production. Quelqu'un aura fait le storyboard, quelqu'un va prendre le storyboard, refaire un layout dessus. Sur le layout, quelqu'un va mettre un personnage. Et puis ce personnage, il est très brut au début, mais quelqu'un va le cleaner. Et ça va être le layout posing. Et puis, de toute façon, donc en fait, c'est très difficile de faire le générique après, de dire qui a vraiment fait quoi. Et donc on reste sur des intitulés style direction artistique de telle séquence et tout. Et ça, je sais que ça peut surprendre, moi pour avoir ensuite été justement plus avec des artistes plasticiens à la Villa Médicis ou des choses comme ça, qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on n'a pas forcément le même rapport au dessin que d'autres artistes. Sébastien Lodenbach hier a dit le dessin ça ne compte absolument pas. Donc ça en a choqué plus d'un dans le public. Je fais juste, parce que j'ai montré le test d'anime pendant que tu parlais, juste pour vous expliquer un peu Pangea. Donc Pangea, c'est cette installation qu'a créé Simon et tout ce travail qu'il occupe beaucoup ces temps-ci. Et c'est aussi, dans la même, donc, un travail plastique, mais aussi un long métrage d'animation que je produis et que Simon est en train de réaliser. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est dérivé de tout le travail effectué au départ par les installations, toute la recherche graphique que tu as déployée dans les installations, qu'on retrouve ici dans une narration plus classique d'un long métrage d'animation qui va se produire. Oui, parce que pour rebondir sur ce qu'Emmanuel vient de dire et sur le rapport au dessin, c'est qu'en animation, il y a un rapport au temps qui est presque suicidaire, c'est-à-dire qu'on est, je sais que Florence Miaille, quand elle a eu son cristal d'honneur, elle a dit voilà, j'ai une vie d'animatrice derrière moi, et, enfin, j'ai une longue carrière en tout cas, parce qu'elle travaille encore et on lui souhaite de travailler encore pendant des décennies, mais elle disait qu'en gros ça se compte en minutes, et donc on est dans un rapport un peu comme dans la carte de Pangée, c'est-à-dire qu'on travaille en millions d'années, quoi. Et le fait de faire un long métrage, donc déjà un court métrage c'est le cas, je pense que tu le vis, mais quand tu fais un long métrage, ça peut être 7 ou 8 ans de travail. Moi ça m'est arrivé de faire des projections de mon film Adama et de dire aux spectateurs que j'avais commencé le film quand ils étaient nés. Et en fait, la raison pour laquelle je fais aussi ces installations vidéo, c'est que pour ce qui sera donc Pangea, mon deuxième long métrage, j'ai choisi de prendre tout ce processus de fabrication et d'en faire des œuvres intermédiaires en fait, qui soient autonomes et qui soient pas, pour pas non plus être dans un tunnel de création de 7 ou 8 ans. Antoine, quel est ton rapport au temps, justement, le temps de la peinture, le temps de l'animation? Est-ce qu'il y a une différence? Et comment est-ce que tu l'enseignes aussi? Parce que tu es à la fois professeur d'animation et professeur de peinture aux Arts Déco.
J'enseigne juste le dessin de nu, et pas l'animation. Je suis vraiment autodidacte, donc je me permettrai pas d'enseigner l'animation. Mais le rapport au temps, l'animation, c'est un des médiums qui prend le plus de temps pour moi. C'est un enfer, c'est très 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 long. C'est vraiment un processus parce qu'on peut travailler vraiment à la seconde, à l'image près, et donc c'est vraiment minutieux. Mais est-ce qu'on peut rappeler, c'est combien d'images par minute? 25, 24. Ça dépend. Je vais faire une réponse de... 12 en général. Voilà. Les Disney, c'était du 24 par seconde, donc, en sachant que le cinéma, c'est 24 images secondes. Mais après, il y a des animations à 3, donc on peut être animé à 8, on peut animer à 2. Généralement, la moyenne, c'est 12. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai de moins en moins de temps pour faire de l'animation, finalement, parce que c'est la peinture qui prend le dessus, et que je prends beaucoup de temps à créer et à découvrir des choses en peignant. Mais l'animation est tellement un processus lent qu'il faut tout préparer un peu à l'avance, tout prend du temps, il faut faire plusieurs versions avant d'arriver à la bonne. Donc c'est un autre rythme de travail. Et pour revenir à tes questions d'avant, le dessin, pour moi, il est partout. Il est même dans la création, dans le croquis, et il est dans la réalisation. Le dessin, il est omniprésent. Même quand je peins, je dessine en même temps. Donc il n'y a pas de différence à faire avec ça. Emmanuel, est-ce que là, il faudrait peut-être lancer les questions, donc passer le micro au public. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, oui, je me présente, je suis Kim Bingham, fondatrice de la start-up Mostro d'Arte, spécialisée en innovation basée sur la musique. Je voulais savoir, est-ce que dans l'animation, est-ce que vous vous intéressez aux nouvelles technologies, voilà, metaverse, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? En fait, alors... Comme je disais tout à l'heure, moi c'est souvent le projet qui dicte un peu la technique, mais c'est vrai qu'il y a aussi bien sûr une sorte de veille technologique pour voir ce qui existe. Le scan 3D, c'est une forme... Non, c'est bon, c'est un truc qui... Le scan 3D, c'est une forme de la photogrammétrie. Toute la technique que j'utilise, c'est un peu une sorte de nouvelle technologie. En tout cas, elle date de... Quand j'ai commencé à m'en servir en 2011, c'était vraiment très, très, très frais. Et ça s'est démocratisé depuis. Et... là, j'ai un projet en fait sur lequel je travaille de scan 3D aussi, mais sur le corail, donc du scan 3D sous-marin, et en particulier sur l'île de Mayotte. Et l'île de Mayotte étant, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent l'actualité de Mayotte, mais en tout cas l'île de Mayotte est en crise actuellement, et n'ayant pas les infrastructures pour faire de l'installation vidéo ou même une exposition, finalement l'idée d'un casque VR est devenue assez évidente pour aller proposer là-bas une expérience immersive avec peu d'infrastructures. Donc voilà, c'est souvent les projets qui dictent ça, mais oui, pour répondre, moi je m'y intéresse et j'essaye de voir ce que ça peut donner, mais c'est à chaque fois c'est un saut vers un médium qui est complètement différent. Donc c'est quelque chose il faut se former. Enfin, c'est pas les mêmes logiques aussi qui sont là, quoi. Oui, et du coup je disais en introduction que l'animation c'est un ensemble de techniques, donc enfin il y a un regard très forcément attentif aux techniques, et notamment aujourd'hui intelligence artificielle ou multiverse. Tous ces points-là, on retrouve l'animation dans le jeu vidéo, on retrouve l'animation dans la VR, enfin donc du coup forcément on est très en lien et très à l'écoute. Après c'est aussi une autre manière de diffuser, donc voilà, ça dépend aussi des intérêts des artistes ou des cinéastes pour d'autres manières de diffuser, quoi. Il y a Hugo Arzac qui a une œuvre qui est juste à l'entrée, qui est justement un casque VR. C'est la seule œuvre de réalité virtuelle que nous avons dans l'exposition, et qui est justement pareil, le même processus de scanner en 3D et de créer des tunnels qui refont un peu les catacombes de Paris, en même temps les rêves et les délires un petit peu. Et pareil, c'est aussi un peu le projet, je pense, qui a amené cette technique-là. Et le fait d'être dans un espace d'exposition aussi. Je pense qu'il y a aussi cette idée d'amener dans l'espace d'exposition des expériences différentes par ces nouvelles technologies. Et puis après, il y a la AI, enfin, il y a l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous y intéressez. Alors là, pour le coup, j'ai deux exemples. Je travaille avec un artiste qui s'appelle Nikita Diacour, qui, alors lui, s'y intéresse de manière très
on va dire, plastique, visuel, enfin à son échelle. Et ça, on est en train de faire on est en train de produire une installation là qu'on va pouvoir montrer dans quelques mois. Et à l'opposé du spectre, là, pour aller dans l'industrie justement, les gros studios d'animation sont en train de développer énormément d'énergie et de dépenser énormément d'argent pour voir qu'est-ce que ça peut apporter au mode de fabrication de l'animation, parce que comme le disait Simon, une des grosses problématiques de l'animation, c'est que c'est très chronophage, et donc qui dit chronophage dit cher, et que donc du coup avec l'intelligence artificielle, il y aurait des moyens de compresser le temps. Bonjour, je voulais savoir, pour avoir vu le making-of du film Adama, j'avais vu qu'il y avait pas mal de techniques utilisées pour faire différents effets. Et en fait, je voulais savoir la place du numérique dans le cinéma d'animation, s'il est incontournable et à quel point il prend de la place. Et si, quand on fait un film d'animation, on est un peu sur son ordinateur, si c'était un boulot solitaire. Voilà. Disons, la place du numérique, c'est une question trop large, mais pour Adama en particulier, je sais que ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir garder une forme de chaos à l'image, c'est-à-dire les accidents, les choses qui sont asymétriques, notamment sur les visages, et que surtout à l'époque, quand on faisait les choses en 3D, on partait toujours on utilisait un logiciel qui avait une logique très mathématique. Et donc, si on voulait faire un visage, on faisait d'abord une sphère, puis ensuite on la coupait en deux, on faisait un œil, et en même temps qu'on faisait l'œil de gauche, automatiquement l'œil de droit se faisait. Et donc du coup, on arrivait sur quelque chose de très symétrique. Et ensuite, si on voulait ajouter du chaos et de la symétrie, il fallait le faire très consciemment. Et ça, en fait, c'est une quête très difficile de retrouver le chaos et l'aléatoire. Et donc moi, en fait, ce que j'ai fait pour Adama, c'était de ramener justement des techniques très chaotiques, comme les aquariums, je pense que c'est ça que tu as vu, les aquariums, le sable, plein de techniques très brutes qui, en fait, ensuite obligent et qui permettent de ramener quelque chose d'assez chaotique dans la 3D et obligent à tordre un peu le cou à la 3D pour qu'elle respecte ça et qu'on ne soit pas toujours en train de prendre des décisions, même sur la symétrie, même sur... voilà. Et la question de la solitude au travail, justement, est-ce qu'un artiste plasticien est plus seul que des artistes qui travaillent l'animation? Antoine, il est seul. Quand Je suis tout seul dans mon atelier. Mais après, ça dépend de voilà. Collectif, ouais. Sur un long métrage, enfin voilà, ça peut être une centaine de personnes qui travaillent sur un long, et après effectivement, soit c'est seul dans l'atelier, soit sur certains courts métrages, les cinéastes aussi fabriquent seuls, donc sur plusieurs mois de travail. Sébastien Lodenbach, il a fait un long métrage seul, par exemple. Mais 18 mois, oui. Mais sinon, ça peut être un effort très collectif et comme je disais tout à l'heure, chacun met sa patte. Et Sébastien Lodenbach aussi expliquait que les étudiants, je ne sais pas si tu es étudiant, mais arrivaient un petit peu aux arts déco avec cette idée de vouloir travailler tout seul et de difficilement accepter le côté collectif en fait, du travail. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, vous? Et toi aussi, Antoine, tu as fait des collaborations? J'ai réalisé 2 clips, et dont le deuxième pour Ridan. Donc on avait un budget, on m'avait imposé une boîte de prod, donc ça m'a surpris aussi. Mais en fait, j'ai vu le potentiel et ce que chacun peut apporter à un film et peut booster la chose, et puis ça peut un peu aussi libérer un peu l'imaginaire parce qu'on ne pense pas à tout, on peut un peu déléguer. Et je trouvais ça formidable, cette énergie d'équipe et cette création collective en fait. Donc non, je trouve ça formidable, vraiment bien. Au niveau du travail du son notamment, parce que quand on fait de l'animation, on n'a pas d'image et on doit toutes les recréer, mais on n'a pas de son non plus, on doit aussi recréer l'entièreté du son. Donc on travaille avec des musiciens, on travaille avec des sound designers, avec des bruiteurs, et en fait penser l'univers d'un son, penser que même quand, enfin moi je fais pas de personnage, mais quand on doit penser quelle doit être la voix d'un personnage qu'on dessine, ou quand on pense, moi je travaille sur un long métrage où c'est une grande bataille du XVIe siècle, penser le bruit d'une bataille et recréer le bruit d'une bataille sans que ce soit chiche, etc. Ça, c'est un travail aussi qui est de l'écriture. Enfin, en animation, on a une écriture scénaristique, on a une écriture visuelle, on a une écriture chorégraphique parce qu'on développe du temps, et on a une écriture sonore aussi.
Et donc ça nous permet de faire des va-et-vient avec des compétences, des savoir-faire. Moi, par exemple, j'ai pas appris l'animation et j'aime bien ne pas savoir faire. Parce que le fait de ne pas savoir faire fait qu'on ne réfléchit pas à la technique, on écrit, et puis après on va convoquer des gens qui savent faire un peu, et on va réfléchir ensemble de comment on va fabriquer. Et ce travail de ping-pong, je le trouve hyper intéressant dans l'animation. En effet, il y a autant un travail qui est solitaire de temps en temps qu'un travail qui est ultra collectif et où on est un peu chef d'orchestre à certains moments. C'est vrai que dans l'art contemporain, on a tellement proclamé la mort de l'auteur, les artistes proclament que tout le monde est artiste, la dilution un peu de l'autorat. Et en fait, vraiment, quand on est dans le contexte de l'animation, on est vraiment dans cette dilution, dans son travail d'équipe, beaucoup plus... on a des génériques. Il y a des artistes plasticiens qui commencent à mettre justement le nom des techniciens qui ont travaillé avec eux et des techniciennes. Mais c'est un phénomène assez récent, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y avait quelqu'un qui levait la main par là. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de cinéma tout à l'heure, mais plus généralement, est-ce que vous pensez qu'en dehors des festivals spécialisés comme Annecy, il y a assez d'espace pour l'animation dans le cinéma français en général, au César ou dans d'autres festivals d'auteurs? Non, il n'y en a jamais assez. Non, on milite beaucoup pour qu'il y en ait plus, pour faire comprendre à un certain nombre de personnes qu'il y a un public pour ça, et un public pour tous les types d'animation. Que ce soit de l'animation créative et intelligente pour le jeune public, comme de l'animation pour adultes. Mais bon, voilà, on se bat beaucoup et les espaces sont en train de s'ouvrir de plus en plus. Alors encore une fois, jamais assez. Mais puis là, le fait qu'on soit ici au sein de Drawing à parler d'animation, c'est un très bon exemple aussi. On voit qu'aujourd'hui, l'animation commence à intéresser un public plus large, différent, et que surtout on arrive à proposer la diversité. C'est ça la clé en fait. Encore une fois, hein, l'animation tout le monde connaît depuis toujours, mais en fait les gens n'ont qu'un aspect de l'animation très industriel et très jeune public. Mais le challenge, c'est de montrer toute la diversité des cinémas, mais aussi des artistes et des propositions plastiques et visuelles que peuvent apporter l'animation. Je ne sais pas si tu as vu le clip de Sébastien Lodenbach post-César, en train de se faire interviewer à la sortie, César en main, disant... la journaliste justement leur disait alors finalement place à l'animation, et il a dit oui certes, mais dans le générique des Césars il n'y avait pas d'animation, donc il y a encore du travail à faire, et c'est vrai que l'animation c'est toujours voilà, ça peut pas rester une note de bas de page en fait dans l'horizon du cinéma, mais c'est tout aussi bien qu'on la retrouve ici en effet à Drawing Now. On est très content de vous accueillir et justement d'être un peu mis au défi dans nos certitudes plasticiennes aussi, comme Antoine le fait si bien dans son travail. Je pense qu'on n'a plus vraiment le temps pour d'autres questions. Enfin, si jamais il y a une dernière question pressante. Voilà, dernière question alors. Bonjour, c'était juste un truc, c'est que quand vous présentiez l'animation, j'ai l'impression que vous présentiez d'une façon bizarre, mais il faudrait bien dire que l'animation, c'est pas un genre. Ah, je l'ai dit. C'est la première phrase que j'ai dit. J'étais pas encore là, pardon. Voilà, l'animation n'est pas un genre. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on aurait pu dire autrement, ou une ouverture, ou est-ce qu'on peut clore la discussion? Bon, en tout cas, merci Emmanuel Alain Rénal. Merci à tout le monde. Et je tiens à dire aussi un grand merci à Françoise Lemrich de la Cinémathèque française qui nous a présenté à Emmanuel Alain Rénal. Donc je veux quand même le reconnaître ici et te remercier publiquement parce que ça a été une très belle rencontre et ça a fait en sorte qu'on soit tous ici aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous.